9h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Génocide à Gaza, des dizaines de Palestiniens tombent en martyrs dans plusieurs bombardements. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune insiste sur l'établissement d'un État palestinien qu'il considère comme inéluctable. L'ambassadeur Ammar Benjama, honoré pour son engagement diplomatique, reçoit la médaille de l'Ordre du Mérite national. Des sanctions de l'ONU contre l'Iran se profilent après l'échec du vote pour leur report. L'Algérie insiste sur la nécessité d'accorder le temps nécessaire aux négociations. Et alors que l'armée russe abat une cinquantaine de drones ukrainiens, Moscou riposte avec 115 autres. Et on entame cette édition, mesdames et messieurs, avec le bilan quotidien du génocide mené par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Un bilan qui atteint ce samedi les 65 926 martyrs et 167 783 blessés. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 77 martyrs et de 265 blessés ont été évacués dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Il faut également savoir que 13 060 Palestiniens sont tombés en martyrs et 55 742 ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l'agression génocidaire sioniste. Et sachez également que depuis l'aube, une cinquantaine de Palestiniens sont tombés en martyrs dans les massacres incessants commis par l'occupation sioniste contre les déplacés dans différentes parties de la bande de Gaza. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté, citant des sources médicales, que les dépouilles d'au moins 25 martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, ont été retrouvées à la suite du bombardement de maisons et de tentes de déplacés dans la ville de Gaza, qui en est proie à la destruction et à l'évacuation forcée à la suite de l'invasion terrestre des forces d'occupation. Les mêmes sources ont enregistré 16 autres martyrs après le bombardement du camp de Nusayrat et de Deir el-Balah au centre de Gaza. 3 autres Palestiniens ont également perdu la vie suite au bombardement d'un camp de réfugiés du côté de Khan Younes. 4 civils palestiniens sont également tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés par les tirs de l'occupation sioniste près des prétendus centres de distribution d'aide humanitaire américaine dans la bande de Gaza. L'hôpital Nasser à Khan Younes a fait état de 3 martyrs et de 10 blessés parmi les personnes qui attendaient l'aide humanitaire, assassinés par des tirs de l'occupation près du point de distribution Al-Shakouch au nord de Rafah. Un autre Palestinien a également été assassiné du côté du présumé corridor de Netzarim au sud du pont de la vallée de Gaza. Et vous le savez, depuis maintenant plusieurs semaines, l'armée sioniste exhorte des milliers de Palestiniens à se déplacer une fois de plus vers le sud de l'enclave palestinienne, une nouvelle phase dans cette offensive meurtrière qui complique davantage le quotidien déjà très difficile du peuple palestinien, comme nous l'expliqua Malamaziane Zitouni. Transportant leurs affaires à bord de véhicules, de charrures à ânes et même à pied, ces Palestiniens se dirigent de la ville de Gaza vers le centre et le sud de l'enclave, après l'intensification des bombardements sionistes. Rami Al-Hassi a marché depuis la ville s'appuyant sur sa jambe artificielle pour atteindre le côté sud de l'enclave. Ce père de 2 enfants souffre doublement, car il doit quitter la ville même s'il ne peut pas marcher longtemps avec sa nouvelle jambe. Il y a eu des frappes aériennes, des tirs de chars, des bombardements à partir de navires et toutes les maisons étaient ciblées. Nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons dû partir sans prendre de vêtements ni de couverture. Il n'y a pas de transport vers le sud. Les camions transportent des meubles, pas des gens. Que faire? Comment puis-je marcher? J'ai été blessé pendant la guerre et j'ai perdu une jambe. Je dois me reposer pour reprendre la route. Je marche depuis le camp de Châté depuis hier à 6 h du matin et je suis toujours sur la route. Nadir est arrivé au sud après un long chemin traversé avec sa famille. Cette maman palestinienne est épuisée et désespérée.
Même au sud, la situation est tragique en raison du manque de nourriture et d'eau ainsi que d'insécurité. Nous sommes partis pendant qu'ils tiraient sur nous avec des quadricoptères. Nous avons fui la ville avec les enfants. Nous avons marché de Djelala jusqu'ici. Nous n'avons ni couverture ni meubles. Nous n'avons rien ici. Ni eau, ni abri, ni nourriture. Même ici, ce n'est pas sûr. On dit que le sud est sûr, mais ce n'est pas le cas. Le quadricoptère tirait sur nous pendant la nuit. Entre déplacements forcés, bombardements, famine, maladies et misère, les Palestiniens de Gaza vivent chaque jour comme si c'était le dernier. Une torture physique et psychologique dont le seul acteur est la machine de guerre sioniste. Des milliers de Marocains ont participé à des manifestations et des protestations massives dans plus de 58 villes du Royaume en réponse à l'appel lancé par l'organisation non gouvernementale marocaine du Comité pour la défense des causes de la nation. Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes, notamment Tanger, Fès, Meknès, Agadir, Taza ou encore Safi, où les manifestants ont donc exprimé leur rejet du veto américain qui, regrette-t-il, consacre l'arrogance sioniste en référence à l'utilisation par Washington de son droit de veto contre tout projet de résolution de l'ONU, appelant à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Les participants ont brandi des slogans condamnant le soutien à l'entité sioniste et à la normalisation, exigeant également de la communauté internationale qu'elle prenne des mesures concrètes pour mettre fin à l'agression génocidaire et des autorités du Marzan qu'elle renonce à la normalisation. Et ce sont les mêmes scènes que l'on retrouve du côté de Liverpool où de nombreux manifestants ont investi les rues ce samedi en soutien à la Palestine à quelques heures de la conférence annuelle prévue par le parti travailliste au pouvoir. La manifestation a été organisée par la campagne de solidarité avec la Palestine et d'autres groupes qui organisent régulièrement des manifestations le week-end pour réclamer justement la fin de ce génocide à Gaza. Certaines femmes habillées en noir poussaient silencieusement des poussettes ornées de photos d'enfants et de bébés assassinés pendant ce génocide. Nous le disions en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est justement exprimé au sujet de la Palestine. Lors de son entretien périodique accordé à la presse nationale, il a affirmé que l'établissement d'un État palestinien sur les frontières de 67 avec Al-Quds pour capitale est inéluctable, soulignant que le soutien de l'Algérie à cette cause est fondé dès le début sur cette base, évoquant les victoires et des nouveaux acquis réalisés par la diplomatie algérienne, notamment en faveur de la cause palestinienne depuis l'entame du mandat de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a rappelé avoir soutenu personnellement cette position à l'ONU et dans plusieurs rencontres internationales et même lors de ses visites officielles. وعلى أساس خلق الدولة الفلسطينية. شخصيا قلتها أمام الأمم المتحدة، قلتها في كل المناسبات، قلتها في اللقاءات الدولية في زياراتنا الرسمية وفي استقبالنا كسموه، ما فيش حل ما عدا الدولة الفلسطينية في حدودها 1967 والقدس شريف كعاصمة. قلنا كانوا الناس دايرين سخرية، قال عايشين في أوهام ورانا دخلنا في إسرائيل الكبرى ودخلنا في كذا. لا إسرائيل الكبرى ولا يحزنون. Abdelmadjid Tebboune est également revenu sur le récent bombardement effectué par l'entité sioniste sur Doha, capitale du Qatar. Il s'agit d'une véritable violation, affirme le chef de l'État qui ajoute que nul n'a le droit de prendre pour cible le Qatar et que celui qui vise ce pays est un criminel. Regardez. معلوم توصل رسالة. احنا شنو نقولوا من القلب، ما هو لا امتحان لغوي ولا كذا. احنا ما نبغوش باش قطر تمس، واللي مس قطر مجرم. هذا إجرام في حق قطر، سيتو.
Le président Tebboune a par ailleurs salué la diplomatie algérienne et les performances réalisées notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, annonçant à cette occasion sa décision de décerner la médaille de l'Ordre du Mérite national au représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjama. Le président de la République s'est dit satisfait des réalisations de la diplomatie algérienne en Afrique et dans le monde, relevant qu'elle a commencé à s'améliorer depuis l'arrivée d'Ahmed Attaf et grâce à sa maîtrise des dossiers et à sa connaissance des personnes. فيه تحسن صراحة يعني مش باش نشكره ولكن من اللي جاء سي أحمد عطاف الأمور بدأت تتحسن يعني ويعرف الأشخاص ويعرف أنا كنت نجهلهم أن الشيء اللي عليا الأولويات وضع الأولويات بالنسبة لبعض الدول وبعض الاتجاهات تاع الدبلوماسية الشيء اللي وصلنا ليه في مجلس الأمن يشرف الجزائر يشرف وزارة الخارجية شيء ممتاز ونعطيكم سكوب أمس راني مضيت المرسوم تاع إهداء الوسام للاستحقاق الوطني لسي بنجامة. Justement chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a décoré ce samedi à New York le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, de la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Achir, le président de la République récipiendaire de la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Sadr avait décidé de décerner cette médaille à l'ambassadeur Benjama en reconnaissance de sa compétence et de son dévouement dans la représentation de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies et en reconnaissance de sa défense des causes justes dans le monde, à leur tête la cause palestinienne et sahraoui. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, décerne la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Achir à Ammar Benjama, ambassadeur algérien et le représentant permanent auprès des Nations Unies à New York, en reconnaissance à son professionnalisme et son dévouement à représenter l'Algérie dans cette instance internationale et en reconnaissance pour sa défense avec toute la fermeté et toute l'habilité nécessaire et sagesse des questions justes dans le monde, à sa tête la question palestinienne et la question sahraoui, les deux dernières colonies, et en reconnaissance de ses efforts incessants pour élever au plus haut la voix de la justice au nom de l'Algérie et à soutenir la volonté des peuples et à participer à réveiller les consciences des dangers de la justice et de la persécution. Ammar Benjama a pour sa part dit recevoir cette distinction avec honneur, fierté et humilité. Je vous propose de l'écouter. Je reçois cette distinction avec honneur, fierté et humilité à la fois, car je suis pleinement conscient que je ne le mérite pas moi seul, mais qu'il est le fruit des efforts de tous les membres de notre mission diplomatique à New York. Dans l'actualité également, le président iranien Massoud Pezeshkian a annoncé ce samedi que son pays était prêt à affronter les sanctions des Nations Unies qui devraient être réimposées à partir de ce soir. S'adressant à une chaîne de télévision iranienne à Téhéran, il a déclaré, je cite, « Ce n'est pas comme si le ciel allait nous tomber sur la tête et que nous devions nous rendre. S'il continue comme ça, toutes les sanctions de l'ONU contre l'Iran doivent reprendre à 20h après que les puissances européennes, connues sous le nom de E3, ont donc déclenché un processus de 30 jours accusant Téhéran d'avoir violé un accord de 2015 destiné à l'empêcher de développer une arme nucléaire. L'Iran réfute l'accusation de vouloir se doter de cette arme. Regardez.
En fin de compte, ce n'est pas comme si le ciel allait nous tomber sur la tête et que nous devions capituler s'ils appliquent cette mesure. La réalité est qu'avec les mesures que nous avons mises en place grâce aux relations que nous entretenons avec nos voisins, avec les pays d'Eurasie, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, et grâce aux interactions qui se sont nouées, ainsi qu'avec notre propre peuple et les Iraniens qui se soucient de l'Iran et de l'intégrité territoriale de la nation et qui croient en la dignité et la fierté du peuple iranien, nous parviendrons à surmonter cette situation. Et si nous pouvons gagner en force et maintenir l'unité et la cohésion entre nous, à mon avis, il n'y a rien à craindre de ces crises. L'agence de presse iranienne a rapporté que Téhéran avait rappelé ses ambassadeurs dans plusieurs pays européens ce samedi. L'agence a précisé que Téhéran avait donc rappelé ses ambassadeurs en Allemagne, en France et au Royaume-Uni pour consultation sur le mécanisme de règlement des différends visant à réimposer les sanctions de l'ONU. Et c'est donc ce soir à minuit GMT que les sanctions de l'ONU contre l'Iran devraient reprendre. Alors à quoi devons-nous nous attendre? Les détails avec Souila Kilal. Après l'échec de la tentative russe et chinoise au Conseil de sécurité de l'ONU de retarder le retour des sanctions contre l'Iran, le rétablissement de celles-ci est imminent. Cette décision risque d'exacerber les tensions avec Téhéran et mener à une escalade. Dans la rue, les Téhéranais semblent résignés, tous en sans caution et savent qu'une telle décision aura un impact économique paralysant. Cela aura certainement un impact impossible qu'il n'y en ait pas. D'une manière ou d'une autre, nous risquons de finir isolés. Sur le plan économique, cela aura certainement un impact. Écoutez, il n'y a plus de temps pour la réconciliation, c'est fini. Ils auraient dû agir plus tôt. Les dites sanctions impliquent notamment un embargo sur les armes, une interdiction de l'enrichissement et du retraitement de l'uranium, une interdiction des activités avec des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires, un gel mondial des avoirs et des interdictions de voyager pour les individus et entités iraniens et frapperaient également le secteur énergétique du pays. Des mesures qui n'inquiètent pas outre mesure les Téhéranais tant qu'ils peuvent avoir une vie décente. Je veux juste gagner ma vie, peu importe la résolution. Je veux un processus qui me permet de vivre décemment pour moi, mes enfants et d'autres personnes comme moi. Maintenant, s'ils veulent faire quelque chose qu'ils estiment être dans l'intérêt du pays, peut-être qu'ils ont une vision à long terme que nous ne comprenons pas, ou peut-être qu'il s'agit d'une réflexion superficielle, mais pour nous, c'est simple. Nous voulons juste gagner notre vie, c'est tout. L'Iran refute l'idée de vouloir se doter de l'arme nucléaire alors que l'Occident continue de l'accuser d'avoir violé un accord de 2015 destiné à l'empêcher de développer une arme nucléaire. C'est en vertu de cet accord de 2015 qu'un processus appelé SNAPAC a été mis en place pour réimposer les sanctions de l'ONU à l'Iran. Et dans ce contexte, l'Algérie a insisté sur la nécessité d'accorder du temps, un temps nécessaire à la reprise des négociations entre toutes les parties, seul moyen de parvenir à une solution pacifique et durable au dossier du nucléaire iranien. Le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Toufiq El-Aïd Koudri, qui s'est exprimé à la suite du vote du Conseil de sécurité sur une résolution relative à la non-prolifération nucléaire, a exprimé le regret de l'Algérie face à l'échec du Conseil à adopter un texte refusant la prolongation de la levée des sanctions contre l'Iran, affirmant que le Conseil avait manqué une occasion d'encourager le dialogue et d'apaiser les tensions, selon ses propres termes. Regardez. Partant de notre conviction profonde que les efforts politiques et diplomatiques restent la seule voie de parvenir à un règlement final, définitif et pacifique de la question iranienne, nous avons voté en faveur de ce projet de résolution relative à une extension de la résolution 2231 afin de donner le temps nécessaire à la reprise des négociations entre toutes les parties du plan d'action conjoint JCPOA. En même temps, nous déplorons le fait que le Conseil n'ait pu adopter la dite résolution. Ainsi, notre Conseil aura raté une occasion supplémentaire d'encourager le dialogue et de donner toute la latitude
aux efforts diplomatiques. Le diplomate algérien a réitéré les avertissements de l'Algérie selon lesquels toute alternative à une solution pacifique au dossier nucléaire iranien aurait des conséquences désastreuses sur le Moyen-Orient et sur la paix et la sécurité internationale, soulignant dans ce contexte l'existence de possibilités de dialogue et de diplomatie visant à trouver une solution par la voie des négociations. Comme nous l'avons souvent réaffirmé, tout substitut à une solution pacifique au dossier nucléaire iranien pourrait mener à des répercussions très graves sur la région du Moyen-Orient et sur la paix et la sécurité internationale. Il ne fait nul doute que les pourparlers qui ont dernièrement eu lieu entre les différentes parties agissantes concernés par ce dossier, y compris les arrangements pratiques auxquels sont parvenus l'Iran et l'AIEA le 9 septembre dernier, en cours, portent à croire que les efforts diplomatiques visant à trouver une solution négociée sont toujours possibles. Tout autre chose à présent, le ministère russe de la Défense a annoncé que les défenses aériennes de son pays avaient intercepté et détruit 55 drones ukrainiens. Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère a déclaré que pendant la nuit, les moyens de défense aérienne en service avaient donc intercepté et détruit 55 drones ukrainiens au-dessus de différentes régions du pays, dont 27 au-dessus de la province de Rostov, dans le sud-ouest du pays. La Russie a pour sa part attaqué l'Ukraine avec 115 drones dans la nuit également. C'est ce qu'ont déclaré les responsables ukrainiens ce samedi. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 97 drones ont donc été abattus dans divers endroits du nord, du sud, de l'est et du centre du pays. 17 endroits ont donc été touchés par des drones. À Zaporijjia, dans le sud-est du pays, un supermarché et plusieurs voitures ont été gravement endommagées dans la zone de l'explosion. Et le gouverneur de la région russe de Tchouvachie, Oleg Nikolaev, a annoncé que des drones ukrainiens avaient bombardé une station de pompage de pétrole située dans la région sur les rives de la Volga, provoquant l'arrêt de la station. Nikolaev a donc ajouté ce samedi via l'application Telegram que l'attaque n'avait fait aucune victime et n'avait causé que des dégâts mineurs. L'Ukraine a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques russes ces dernières semaines, ciblant les raffineries et les stations d'exportation de pétrole. Sachez également que l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir coupé la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique ukrainien depuis 4 jours et de chercher ainsi à la voler en la rattachant au réseau sous contrôle russe en dépit de risques pour sa sécurité. Sur son compte X, le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiga, déclare, je cite, « Nous exhortons toutes les nations préoccupées par la sûreté et la sécurité nucléaire à faire clairement comprendre à Moscou que son pari nucléaire doit cesser. » Et les chefs militaires de l'OTAN se sont réunis ce samedi en Lettonie pour discuter des mesures de défense aérienne et de dissuasion dans un contexte de présumées vagues d'incursions de drones en provenance de la Russie. Cette décision fait suite à l'accord conclu vendredi par les ministres européens de la Défense pour développer un mur de drones le long de leur frontière avec la Russie et l'Ukraine afin de mieux détecter, suivre et intercepter les drones violant l'espace aérien européen. La Russie poursuit ses provocations, violant récemment de manière irresponsable l'espace aérien de la Pologne et de l'Estonie. Je tiens à remercier et saluer la réaction immédiate de l'OTAN qui a lancé l'opération Sentinelle de l'Est. C'est un exemple concret de la réponse décisive de l'OTAN. L'intensité des attaques de drones russes contre l'Ukraine a provoqué des incendies dans plusieurs pays alliés, dont ici même en Lettonie. Telle est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Dans une certaine mesure, cette réalité n'est même plus nouvelle. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a accusé ce vendredi les États-Unis d'avoir fabriqué des mensonges vulgaires et pervers pour justifier un renforcement militaire dans les Caraïbes, avertissant que cela faisait partie d'une campagne visant à forcer un changement de régime à Caracas. Iván Gil Pinto a déclaré
que l'objectif de Washington était de déclencher la guerre dans les Caraïbes et en Amérique du Sud afin de provoquer un changement de régime qui leur permettrait de s'emparer des incalculables richesses pétrolières et gazières du Venezuela, avant d'ajouter, je cite, « Les menaces, les mensonges et les canons ne nous font pas peur ». Nous dénonçons cette tentative de guerre dans les Caraïbes et en Amérique du Sud afin de favoriser un changement du régime qui leur permettra de voler les incalculables richesses pétrolières du Venezuela. Le peuple vénézuélien aime la paix et est donc toujours prêt à la défendre. Ni les menaces, ni les mensonges, ni les canons nous effraient. La guerre qu'ils nous ont menée par tous les moyens, l'agression criminelle qu'ils ont menée contre le Venezuela au cours de la dernière décennie pour s'emparer des ressources naturelles et provoquer un changement de régime sont également bien connus et largement documentés. Monsieur le Président, les agressions contre le Venezuela ces dernières années sont innombrables. Actions de déstabilisation et complots, dont une tentative d'assassinat par drone. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.